continuité. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça non plus d'innover. Et on a plusieurs outils. Je vous en montrerai un qui est très, très sympa, qui est très simple, qui est très accessible. Sur l'aspect, comme le disait Maud tout à l'heure, des compétences que ça développe, que ça nécessite. On a vécu une période clé où on s'est rendu compte finalement que dans cette dernière année, on a été obligé d'innover et que ça nous a amené une très très forte adaptabilité, plein d'atouts finalement qu'on ne soupçonnait pas en nous. Eh bien, vous verrez qu'en fait, ces périodes où on est obligé d'improviser, l'innovation nous permet aussi de développer plein de compétences nouvelles qui sont précieuses pour les organisations aussi. Dans le dernier temps de notre webinaire, on verra comment on peut innover au-delà aussi de se dire si on peut être dans la continuité ou dans la rupture. Est-ce qu'on peut innover juste pour les 10 prochaines années ou est-ce qu'on peut innover demain et comment on s'y prend? Voilà, donc on verra un petit peu des aspects d'outils, de méthodes aussi. Je vous dévoilerai 4-5 outils qui sont intéressants. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est de laisser de la place quand même à vos questions. On est très heureux de vous avoir ce matin et le but aussi d'un webinaire, c'est d'arriver à avoir un dialogue, des échanges ensemble. Voilà pour le programme. On va essayer de aussi collecter vos questions, soit par écrit, soit sur le webinaire et d'y répondre au fur et à mesure, à la fin plutôt de cette présentation. Alors tout de suite, on va commencer par cette définition sur est-ce que tout est finalement innovation. Alors moi, je vous propose en fait de ne pas mettre de mots, mais plutôt des schémas et des images derrière le processus d'innovation. Je dois avouer que quand j'ai découvert ce processus, quand j'ai été formée sur cette dimension-là, je n'ai plus quitté ce petit schéma qui me permet vraiment d'expliquer autour de moi et moi-même de structurer mes démarches de conseil vers les organisations de façon à ce que l'innovation, ce soit vraiment quelque chose de compris. Alors, souvent, je vais parler de la cause des échecs. La cause des échecs, souvent en France, parce que je pense que les pays du Nord ou les pays qui ont incrémenté un peu plus l'innovation et toutes ces techniques, qu'ils soient en Asie ou en Amérique du Nord, ils ont des principes et des méthodes qu'ils appliquent bien mieux que nous. Et nous, ce qui fait qu'on est souvent en échec dans notre culture française, c'est qu'on veut passer assez vite des étapes et que ce processus d'innovation, il fonctionne si on le respecte vraiment dans ces 5 étapes. Et notre défaut en rencontre, en réunion, une fois dans les projets, c'est d'explorer assez rapidement une question et de passer assez vite à l'action. Sauf que si on fait de l'innovation, il y a vraiment un séquençage à respecter. Donc ce séquençage, il se fait en 5 actions. C'est déjà de décider d'innover. Bon, ça, c'est déjà de se dire, ben voilà, on décide qu'on va faire autrement. Voilà, autrement, mieux, plus, moins, différemment. Du coup, on va commencer, donc ça c'est le Discover, à commencer à explorer le domaine dans lequel on veut innover, comment on veut innover, puis on ne s'interdit rien dans cette période-là. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on développe une capacité à pouvoir admettre l'absurde, le fou, l'inimaginable, le rêve. J'en parlais avec Maud et avec Claire ce matin. Et parfois, on fait des rêves et on pense qu'ils sont pas du tout possibles. Ah ben, dans l'innovation, parfois, on se rend compte que ces rêves deviennent faisables, réalisables. Et c'est ça qui constitue l'innovation aussi. Donc, cette phase de découverte est très importante, il ne faut pas la squeezer. Et ensuite, il y a une phase qui est très, très souvent minorée dans nos cultures, c'est la phase de test ou de modélisation, qui est le shape. C'est comment est-ce que ça pourrait fonctionner, si cette idée était faisable, ça donnerait quoi, etc. Et donc là, où on peut se mettre en phase de test et en phase de possibilité qui ne se déploie pas d'un seul coup, mais qui est voilà, comme dans parfois la maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est
application informatique, ces phases sont obligatoires, ces phases de test sont obligatoires. Dans les projets, on devrait rendre toutes ces phases obligatoires aussi pour que ça fonctionne. Et puis après, c'est là aussi où on peut avoir beaucoup de capacité à innover, mais l'innovation n'est rien s'il n'y a pas des phases de décision, en fait. Donc, il y a une phase de priorisation où on a beaucoup d'outils en innovation qui nous permettent de sortir des tours de table ou parfois de sessions de réunion où il ne se décide rien, où il ne se décide pas grand-chose, mais pour peser vraiment mieux et finement quelle idée on choisit, quel projet on choisit, pourquoi, est-ce qu'il est faisable, quel impact il va avoir. Enfin, voilà, des outils très, très concrets. Et puis ensuite, on est sur le passage à l'action. Et tout ça, ça constitue un vrai processus d'innovation. Donc, innover, pas juste pour innover, mais pour aussi passer à une phase d'action. Voilà un petit peu la définition. Alors, si on en vient à ce qui fait qu'une entreprise est créative ou pas, il y a des ingrédients quand même de succès. C'est clair qu'il y a des choses qui rendent les choses plus faciles, plus évidentes, plus rapides, plus efficaces pour innover. Alors, je vous ai mis les 10 commandements de l'entreprise créative. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai pris dans un livre dont je vous donnerai des références à la fin, qui est un livre sur la créativité, qui est un livre québécois, qui est vraiment très chouette. Et je l'ai quand même réapproprié à notre culture française. Donc, je l'ai quand même bien réécrit pour que ça soit compréhensible aussi de notre culture. Alors, les 10 ingrédients, je vous les dévoile. Ils sont comme un jeu de cartes un peu. Donc, la simplicité. D'abord, la simplicité en innovation, ça veut dire que tout le monde peut avoir une idée. Dans notre structure, on privilégie la simplicité des échanges entre toutes les lignes hiérarchiques. Et on fait tout pour que ces idées émergent, qu'on ait du temps de discussion ensemble et pour partager ces idées. Donc ça veut dire aussi que ce n'est pas forcément un responsable recherche et développement qui va truster toutes les idées. Ça sera peut-être lui qui va organiser les dialogues, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, la culture top-down, par exemple, qu'on peut connaître, hein, elle ne fonctionne pas bien avec l'innovation. La deuxième chose, c'est que c'est le respect. Alors, ça peut paraître un peu vieille France, hein, old school, tout ce que vous voulez, mais le créatif est aussi important que le spécialiste. Et même le spécialiste est encouragé à devenir créatif. Donc, dans une culture de l'innovation, on peut tous avoir des idées. Il n'y a pas, comme dans une agence de pub, le directeur artistique qui fume des trucs qui le rendent créatif ou qui boivent des trucs qui le rendent créatif, et puis les autres qui exécutent. Non, en fait, tout le monde peut intervenir sur le processus et c'est OK avec ça, et on n'a pas d'a priori les uns avec les autres. La troisième chose, ça c'est quelque chose d'assez anglo-saxon, c'est cette dimension de reconnaissance dans la mesure où on valorise aussi les personnes qui dépassent les attentes, qui nous donnent des idées nouvelles et utiles. Voilà, c'est-à-dire que à la limite, les gens qui restent dans leur rôle, c'est bien, mais on a aussi envie de ceux qui nous bousculent, qui nous titillent, qui nous font avancer aussi, et on sait le reconnaître. La quatrième chose, ça c'est peut-être pour moi un peu plus compliqué, mais peut-être que pour certains autres, ça s'entend très bien, c'est la dimension de l'intuition. L'intuition, je sens que ce projet va marcher, je sens que c'est une idée qui peut être novatrice, je sens que j'ai quelque chose qui va aller bien, voilà, je le ressens. L'intuition est une ressource sur laquelle nous comptons. Voilà, là aussi, il y a des cultures d'entreprise où ça va bien, puis il y a des cultures d'entreprise où c'est très, très rationnel et où on ne peut pas tout laisser que de la place à l'intuition. Par contre, le fait, quand on est en phase d'idéation, l'intuition, c'est OK, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'idées, être intuitif, associer ou pas des idées ou faire arriver des idées sans qu'elles aient forcément encore de rationalité. Donc, voilà, faire confiance à ton intuition, lâcher, souvent ça fait partie des règles du jeu aussi, des ateliers d'innovation qu'on impulse, c'est
de ne s'interdire rien, de ne pas se censurer et de ne pas censurer les autres aussi. Le 5e point, c'est la remise en question. C'est vrai que la phrase qui fait le plus de mal aux organisations, c'est ben, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Et le fait, effectivement, on l'a vu dans la dernière année, hein, d'avoir des choses à remettre en question, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles vont fonctionner autrement. Et à un moment donné, on est obligé de les remettre en question pour que ça se poursuive aussi. Donc, cette dimension de remise en question est très importante et elle est priorisée dans les attitudes des entreprises qui innovent. Alors, le point 6, c'est on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, c'est dans un monde de post-68 art où on n'a fait que des entreprises qui s'autogèrent. Ce n'est pas du tout ça. Hein. L'innovation accepte la hiérarchie. La seule chose, en fait, qui est dit dans ces 10 principes, c'est que la hiérarchie dans le bouquin, c'est écrit un mal nécessaire. Moi, j'ai enlevé ce côté mal parce que je trouve que la hiérarchie permet de structurer, d'organiser, de donner une dimension aussi de guidage, de sécurisation aux collaborateurs. Donc, la hiérarchie est nécessaire, mais il faut en doser ses effets. Ça veut dire qu'en fait, un responsable hiérarchique qui serait trop censurant ou etc., aurait tendance peut-être à freiner la créativité. Donc, en fait, il faut être conscient de son rôle de facilitateur en tant que manager ou en tant que responsable de la recherche ou en tant que directeur, etc., pour faire émerger des idées et aussi les valider. Le 7e point, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que souvent on se rend compte qu'on a une culture où la dimension de prise de risque ou d'oser n'est pas toujours présente. Donc, on encourage les personnes à oser, à sortir des sentiers battus, à être confiantes en elles sur des idées qu'elles peuvent avoir ou des choses qu'elles ont à amener. Le 8e point, c'est la place de chacun. Le manager est aussi l'un des membres de l'équipe. Donc, voilà, il est là, c'est en corollaire avec le 6, c'est-à-dire, et avec le 2, c'est-à-dire tout le monde est important. Le manager, les collaborateurs, chacun a sa place. Le 9, c'est le pourquoi pas. Ben, souvent, on a tendance à poser des questions sur pourquoi on ferait ça et qu'est-ce que ça va nous apporter. Plutôt que de commencer à explorer, ben finalement, pourquoi pas? Et si on le faisait, qu'est-ce que ça nous amènerait, etc. Donc, aller plutôt vers ça. Et puis, la 10e chose, c'est l'apprentissage pour tous. Voilà. C'est-à-dire, nous préférons des managers qui apprennent plutôt que ceux qui savent toujours ce qui doit être fait et comment. Donc, les certitudes dans l'innovation, elles font beaucoup de mal. Et il y a une pensée limitante dans l'innovation, c'est ça s'est passé comme ça il y a 2 ans, donc ça va se repasser comme ça aujourd'hui. Sauf que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Et que ça, c'est une pensée, ce qu'on appelle une pensée limitante. Et du coup, le fait de se dire qu'on est finalement dans une nouvelle situation et qu'on peut réapprendre ou réincrémenter même quelque chose qui a déjà fonctionné ou pas dans le passé, et que ça peut fonctionner différemment et produire d'autres effets, et ben c'est très positif dans l'innovation. Alors, j'avais laissé le 11 et le 12 parce que ben, j'ai envie de vous entendre tout à l'heure. Donc, je vous invite à noter vos ingrédients à vous du succès, peut-être, voilà, et puis on les partagera tout à l'heure dans le temps de réponse, puisque moi, je ne suis pas persuadée d'avoir toutes les clés d'innovation. Je suis sûre que vous en avez plein aussi de votre côté. Voilà pour les aspects des ingrédients du succès. Puis quand même, je me suis dit, je vais vous rajouter quand même, on parle tout le temps des Japonais, des Asiatiques. Alors bon, il y a des choses que j'ai repris de la culture japonaise, pareil, que j'ai adapté. Donc, il y a 8 grands principes qui sont intéressants dans la culture japonaise, qui rebondissent aussi sur les 10 clés que je vous ai données tout à l'heure. C'est sur la dimension de voir à long terme. Alors, moi qui suis consultante, souvent, j'essaye d'envisager
plutôt non pas des solutions comme on fait beaucoup depuis un an, un peu pompiers et roues de secours, mais d'essayer de prendre aussi l'innovation comme quelque chose de structurant et de voir des possibilités effectivement à court terme, mais aussi de prendre des décisions pour le plus tard. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de peser ces décisions parfois par rapport à des objectifs financiers à trop court terme, parce qu'effectivement, ben, ça amène beaucoup de contraintes et quand on a beaucoup de contraintes, on n'innove plus. Voilà. Le deuxième point chez les Japonais, c'est de créer une culture de résolution immédiate des problèmes de qualité du premier coup. Donc là, c'est présent dans les systèmes Lean, que vous connaissez peut-être, c'est présent aussi dans la démarche d'amélioration continue. Donc, c'est à un moment donné de ne pas laisser s'accumuler aussi les problématiques, les problèmes et d'essayer de trouver en permanence questions, solutions, résolutions, etc. D'avoir cette culture partout dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et il y a aussi dans la culture japonaise le fait de vraiment avoir des personnes qui sont hyper bien formées et qui savent vivre cette philosophie d'innovation et l'enseigner aux autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'innovation, ce n'est pas juste un responsable de développement et recherche et innovation qui a ça en charge dans l'entreprise, mais chacun a cette petite ADN pour comprendre à quoi ça sert et comment ça se diffuse. Du coup, les Japonais nous disent former des individus et des équipes exceptionnelles qui appliquent la philosophie de votre entreprise. Donc, encore de la formation. Hein, donc, ça ne s'invente pas l'innovation. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se former, il faut être conscient que c'est une compétence nouvelle et complémentaire. Il faut savoir connaître les outils qui vont bien pour innover, etc. Et les 4 derniers, j'avance parce que le temps passe, c'est de respecter votre réseau de partenaires, de fournisseurs, parce qu'eux aussi peuvent être, vous n'êtes pas tout seul porteur de l'innovation, vous pouvez avoir un entourage qui a aussi des ressources. Allez sur le terrain pour bien comprendre la situation. Donc, je vous ai mis le mot japonais que je ne prononcerai pas. Décider le temps nécessaire aussi et appliquer rapidement les décisions. C'est très vrai parce que tout va très vite actuellement et que quand on diffère des processus de décision, la situation qu'on a examinée n'est plus la même au bout de 2 semaines, 4 semaines, 3 mois, etc. Et devenez une entreprise apprenante grâce à la réflexion systématique et à l'amélioration continue. Donc, vous voyez, les méthodes Kaizen, mais les méthodes Lean, etc., c'est effectivement tout ça. Voilà sur les deux choses que j'avais, les deux ressources clés, à la fois ces principes japonais et puis ces principes un peu plus anglo-saxons pour innover. Alors ensuite, il y a la dimension effectivement d'innovation. Comment est-ce qu'on peut innover dans la rupture ou la continuité? Alors moi, je vous propose 4 axes créatifs à partir de ce qu'on appelle, c'est un outil d'innovation que j'utilise beaucoup, ça s'appelle la Yellow Box. Donc, souvent, on pense que l'innovation, c'est quelque chose de compliqué et que c'est long, que c'est quelque chose qu'on a à incrémenter pour l'avenir, etc. Mais il y a finalement 4 façons d'innover, c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut faire de façon simple et faire vite. Voilà, donc on peut mettre un petit quelque chose de nouveau sur un produit existant, par exemple, ou sur un service existant. Il y a des choses qui sont déjà en place, mais qui sont à améliorer rapidement, par exemple, en mode faisabilité. Donc, c'est une idée aussi de continuité, donc, qui nécessite peut-être un peu plus d'exploration. Il y a ensuite ces fameuses idées de rupture qui sont complètement dans le rêve et dans quelque chose qu'on n'imagine pas du tout faisable. Et il y a beaucoup de travail là, un peu plus moyen terme pour les rendre acceptables et pour voir comment elles doivent être faites. Et du coup, c'est en lien avec cette fameuse boîte jaune, hein, qu'est-ce qui doit être fait ou possible pour rendre réaliste et faisable ces idées. Donc, il peut y avoir une innovation, bien sûr, de rupture, mais il peut ici y avoir une innovation de continuité.
L'innovation au service des compétences. Qu'est-ce que ça fait l'innovation dans l'entreprise? Ça fait que du bien. Ça fait que du bien dans l'organisation. C'est comme une potion magique. Ça amène, et on l'a vu, hein, beaucoup d'ouverture de curiosité, une tolérance à l'incertitude, à la complexité, au risque, une capacité à rêver. Ça fait du bien de ne pas avoir que des problèmes et des problématiques, mais avoir des rêves. Être sensible aux écarts, alors ce mot n'est pas toujours compris. C'est-à-dire que entre moi et mon collègue, on ne parle pas de la même chose. Mais finalement, si on arrive à discuter de notre vision, de comment on voit ce produit, ce service, cet avenir, etc., on comprend que dans la vision de l'autre, il y a peut-être quelque chose qui peut nous intéresser et qu'on comprend mieux. Donc, on est sensible plus aux écarts. On ne les considère pas comme des écarts de personne à personne, mais des écarts de vision. Et ça change tout dans une structure. L'innovation amène aussi beaucoup de plaisir. Moi, je fais des jeux d'innovation. Donc, dans le jeu, on apprend aussi à dédramatiser, à s'imaginer dans des situations qui peuvent être rigolotes aussi. Et puis, il y a deux choses importantes. C'est qu'on résiste aussi au fait de prendre des décisions qui sont trop rapides. C'est-à-dire, on a un problème, tac, on a une solution. Souvenez-vous de ce que je vous disais sur les 5 étapes de l'innovation. Ça, c'est notre tendance à aller trop vite, souvent à l'échec. C'est-à-dire que si on estime qu'on a très vite exploré un sujet, qu'on va tout de suite à la solution, on oublie la phase de test, on oublie la phase de modélisation, on prend des décisions qui ne sont finalement pas adaptées à la situation, qui est parfois plus complexe ou avec des éléments à prendre en compte aussi. Du coup, on a, grâce à l'innovation, une capacité à se dire attention, est-ce qu'on a bien tout balisé, tout bien vu, etc. Donc, à avoir quand même une vision un peu plus parfaite de la réalité et plus faisable et plus réaliste au final. Tout l'inverse finalement de l'image qu'on peut donner d'innovation. Le dernier point, c'est la sensibilité à l'environnement. L'environnement, ça peut être ses collègues, l'organisation, les contraintes de l'entreprise. Quand on commence à innover, forcément, on va prendre en compte plein de paramètres qu'on ne connaissait pas et on aura une vision beaucoup moins simpliste et beaucoup plus complète de l'environnement dans lequel on évolue. 5e point, avant-dernier, avant les questions. Quelques outils pour innover au quotidien comme pour l'avenir. Alors, l'innovation, ça peut être au service de plein de choses, hein, de techniques d'animation de réunion. On le voit dans les webinaires ou parfois dans les rencontres. On peut mettre plein de choses. On peut mettre du vote, on peut mettre des temps d'idéation, on peut mettre des temps de concertation avec plein d'outils intéressants. On peut faire de la gestion de projet avec l'innovation. On peut aussi s'imaginer comment avoir une vie d'équipe un peu plus intéressante. Moi, par exemple, je travaille beaucoup autour de quelle est l'équipe idéale qu'on aimerait avoir, autour de ce rêve, par exemple. Ça peut être au service de fonctionnement opérationnel et organisationnel, c'est-à-dire demain, on veut créer un nouveau service ou on veut en créer qu'un seul, alors qu'on en avait 3, comment on s'y prend, etc. L'innovation peut nous amener d'une feuille blanche à une feuille remplie de solutions. À l'élaboration de feuilles de route aussi, de choses très opérationnelles. Et puis, pour l'avenir, on peut faire des choses qui sont en innovation, des choses très concrètes comme des diagnostics, des visions stratégiques avec des outils, de la recherche et développement de produits et de services, bien sûr, de la gestion de projet, de la modélisation, des tests, de produits, de services, d'organisation. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Quelques outils. Si vous les connaissez, il y a ce fameux Speedboat qui est super chouette, qui permet de faire des diagnostics de façon flash pour savoir quelles sont les encres, quels sont les éléments porteurs. Donc, c'est une sorte de SWOT hein, que vous devez connaître, mais avec beaucoup plus d'interactivité et surtout, tout le monde peut participer à faire ce diagnostic. Donc, voilà, c'est un outil très intéressant. Quels sont les icebergs qui sont là, les rock risks, ça veut dire c'est de l'analyse de risque aussi, quelque part. Donc, l'innovation peut nous aider à faire tout ça et puis à mettre en œuvre aussi une vision, parce que c'est la vision qui nous permet d'avancer et de bouger.
Un autre outil, c'est un outil de modélisation. Je vous en ai mis deux aujourd'hui. On en a fait, d'ailleurs, on l'a mis en œuvre aussi pour la structure aujourd'hui là, qui nous accueille, Innova, qui a aussi fonctionné avec cet outil-là pour se projeter dans l'avenir. Ce sont des outils de modélisation, mais qui sont physiques. Donc, on définit à partir d'une boîte, en fait, ce qu'on a envie que le produit ou le service soit. Donc, on fait un travail de projection, de modélisation, et chaque phase peut constituer l'avantage du produit ou du service. Donc, ça, c'est un outil très, très intéressant pour modéliser. Autres outils et méthodes, ils ne s'affichent pas. Alors, les photos, voilà. Les photos, celle-ci, c'est le dernier, en fait. C'est un outil aussi, donc ça, c'est un outil de design thinking qui permet aussi de modéliser. Alors là, typiquement, je vous ai mis oui, c'était un exercice qu'on a fait avec une structure qui devait définir une nouvelle organisation. Et à partir de ces petites billes, ces petits personnages, de toutes ces choses-là, ça racontait l'histoire que la structure avait envie de vivre et la structure organisationnelle, comment elle pouvait être et devenir. Voilà, donc bon, ce sont des outils, on va dire, qui peuvent paraître comme ça très enfantins, mais qui sont hyper puissants parce qu'en fait, on ne se raconte pas des problèmes ou des problématiques, on se raconte une vision et des solutions et des personnes et des moyens qu'on met en œuvre dans une histoire à partir de ces outils d'innovation. Donc, du concret pour le quotidien et puis des choses plus, on va dire, à mettre en place à un moyen long terme aussi. Donc, l'innovation peut marcher pour les deux niveaux aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir laisser la place aux questions. Il est 11h37, du coup, on va pouvoir avoir vos questions. Alors, on les prend soit par le chat, comme le disait Maud, soit sinon, si vous voulez aussi lever la main et avoir un temps plus en visio avec votre vidéo. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur les 10 commandements, est-ce que vous en avez 11 ou 12 à nous proposer? Je les remets. Oui. Allez, il faut quelqu'un qui se lance. C'est toujours un petit temps. Allez, si tu veux, Denise, Grégoire Macheneau, je me lance. Salut Grégoire, merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Oh, c'est un plaisir. Je me dis, est-ce que le 11e, est-ce qu'innover, c'est pas respecter justement les règles et le processus d'innovation? Ah, c'est clair qu'en fait, de ne pas le faire, ça conduit souvent aux échecs de projet, aux échecs de lancement de produits, etc. Donc, moi, ce que j'observe, c'est quand on passe trop vite et certaines phases, pour différentes raisons, hein, souvent, effectivement, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'arrêt d'un projet, l'arrêt d'un échec, la démotivation d'une équipe, des retards pris qui ne se rattraperont plus. Voilà, donc effectivement, ta question est juste. Ouais. Absolument. Parce que je faisais le lien avec la vague, tu sais, de tout ce qui est autour de l'open innovation et l'open innovation sur le principe de se dire tester au plus rapide et au plus vite mon produit auprès de mes cibles. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu avec l'histoire de la pandémie et des vaccins, c'est que certains ont anticipé ou parallélisé des étapes qui si on aurait respecté le processus d'innovation, auraient dû s'enclencher les unes après les autres. Oui, absolument. Et moi, je trouve aussi, par exemple, si on reprend l'exemple de ce qui va se passer sur le test du concert, le concert live pour voir si on peut se transmettre ou pas le virus,
on a mis 1 an à mettre en place ce mode de test. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne s'y est pas autorisé. Alors, peut-être qu'en mars de l'année dernière, on ne pouvait pas s'y autoriser, mais quand même, on a une culture qui a tendance à être frileuse sur la dimension de testons, essayons, osons. Voilà. Et ça ça parle beaucoup de notre culture et sans se mettre en difficulté, je pense qu'on trouverait beaucoup plus de réponses si on avait ces étapes-là aussi. D'autres questions? Oui, bonjour. Moi, Christophe Lahutte des Vignerons de Jurançon. J'aurais une question en relation Le Jura avec nous, mais avec l'accent du Sud-Ouest. C'est chouette ce mélange. Oui, Pyrénées-Atlantique. Le Jurançon, c'est Ah, le dans Jurançon, lequel? pardon. Jurançon, Non, oui. non, pardon. Non, mais parce qu'il y avait quelqu'un du Jura. Pardon, j'ai confondu. Pardon, Christophe. Oui, non, pas de souci. Ce que j'appellerais des recettes que vous donnez, recettes entre guillemets, Oui. s'appliquent plutôt à des entreprises qui ont du personnel, des équipes. Vous revenez souvent sur ces termes-là. Est-ce que ces choses-là sont applicables à des petites équipes? Et après, j'aurais une deuxième question qui est en relation avec l'âge des salariés, et pour savoir votre ressenti, puisque vous avez certainement fait des études dans des entreprises. Est-ce que l'innovation est en relation avec l'âge des salariés? Merci, Christophe. C'est 2 questions super chouettes. Moi, j'ai envie de dire que c'est assez universel, ces dimensions-là. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des petites équipes sur ce qu'elles avaient envie de faire, sur comment fonctionner mieux, comment concevoir un nouveau produit, un nouveau service. J'ai même une fois travaillé avec 2 petites équipes qui devaient en faire plus qu'une pour définir qu'est-ce qu'elles allaient faire ensemble et quelle serait leur mission. Sans savoir, sans prédéfinir effectivement comment sera organisé le service, qui serait au-dessus de qui, etc. Donc, j'ai eu plein d'expériences différentes et j'ai aussi travaillé pour des grosses boîtes, etc. Et chaque fois, le processus fonctionne. Donc, la question de petite, moyenne équipe, ce qui, par contre, est la limite, c'est quand on a du mal à croire que ce processus ne puisse pas fonctionner. Quand on n'y croit pas, qu'on n'a pas cette dimension d'ouverture, c'est plus compliqué. Du coup, je réponds en même temps à votre deuxième question. Pour moi, l'âge, ce n'est pas un problème. Après, ce qui est très intéressant dans les groupes qu'on peut mener et qu'on voit, en fait, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'innovation. Et ça se respecte. C'est-à-dire que quand moi, j'arrive dans un atelier avec parfois des collaborateurs, des gens que je ne connais pas, ben, il y a 2 types d'attitudes. Il y a ceux qui sont toujours OK pour innover, qui ne posent pas de questions, qui se disent on y va. Puis il y a ceux qui ont besoin de savoir mais qu'est-ce qu'on va faire, on va aboutir à quel résultat, par quoi on va passer, etc. Et ça, c'est légitime. Et ça ne veut pas dire qu'au final, ce ne seront pas des gens qui seront innovants. Mais ça, simplement, c'est l'histoire du cerveau droit, cerveau gauche. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des explications et qui ont un rapport, par exemple, à l'innovation dont ils doivent comprendre. Donc, c'est pour ça que systématiquement, je mets le schéma et ce schéma d'innovation est vraiment très structurant pour eux, par exemple. Mais pour moi, très clairement, la dimension d'âge ou de génération, elle a pas sa place. C'est plus cet aspect, quelle approche j'ai des situations. Est-ce que j'ai une approche assez open et on verra bien, ou est-ce que j'ai besoin, par contre, d'avoir une lecture plus rationnelle, plus guidée, on va dire, je ne sais pas. Voilà. Mais quand on apprend les méthodes d'innovation, ça fait partie du jeu que de savoir qu'on aura ces réactions-là. Et du coup, bah forcément, on applique les règles du jeu et il faut le faire aussi avec clarté. Voilà, faut expliquer aux gens ce qu'on pourra faire, ce qu'on ne pourra pas faire et comment on va le faire. Est-ce que j'ai été claire, Christophe, ça va? Très bien, merci. D'autres questions?
Moi, j'en ai une, Denise. C'est quoi qui diffère entre justement la culture française et la culture anglo-saxonne? Parce que tu disais qu'il fallait adapter un peu les modèles. Et moi, j'ai bien conscience qu'ici, chez nous, c'est un peu plus compliqué. Je Donc, crois que la grosse différence, c'est le rapport à l'échec. ouais, c'est ça. C'est de pouvoir imaginer qu'en fait, on ne va pas forcément que derrière une action, ça peut être un succès ou ça peut être un échec et qu'on va apprendre même si ça ne marche pas et même si on ne peut pas mener jusqu'au bout. Et donc ça, forcément, ça fait une grande différence. Je pense que ça fait déjà une des grandes différences. Et il y a une autre deuxième différence, je vais utiliser un mot anglo-saxon, mais qui a une culture de l'action learning beaucoup plus importante, du passage à l'action chez les anglo-saxons. C'est-à-dire que, OK, oui, oui, on y va. Donc, une culture de la décision, de l'efficacité, peut-être un peu plus, mais qui est en train d'arriver, moi, je trouve beaucoup dans nos cultures, et heureusement. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques à formuler? Peut-être des retours, des témoignages aussi, ou des questions sur une situation aussi à laquelle vous êtes confrontés. On prend tout, hein. Oui, bonjour, c'est Amélie. Au niveau de la façon dont les entreprises communiquent sur l'innovation, on sent que des fois le fait de faire un petit pas, même s'il est innovant, n'est pas aussi consistant en communication innovante qu'une entreprise qui a potentiellement fait un pas ou une innovation de rupture. On a l'impression quand même que les innovations de rupture sont beaucoup plus valorisées ou valorisables de par celui qui porte l'innovation qu'une entreprise qui a fait simplement un petit pas, aussi innovant soit-il. Et est-ce que ça ne porte pas un peu trop préjudice au processus d'innovation lui-même ou au fait que l'entreprise y aille? Ouais, bon, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça aussi que j'ai voulu présenter ces 4 aspects de l'innovation. Et c'est parce qu'en fait, c'est encore méconnu. Je pense que l'innovation est encore méconnue, comme la gestion de projet. Les chefs de projet, c'est un nouveau métier, par exemple, ça n'existait pas avant. Donc, le fait de travailler dans cette dimension de projet, d'innovation qui peut ou qui ne peut aboutir ou ne pas aboutir, c'est effectivement quelque chose d'assez neuf dans notre culture. Mais on ne peut pas faire que des innovations de rupture, hein. On ne peut pas créer Uber tous les jours. Et voilà, et là aussi, je pense que dans les règles du jeu qu'on se met pour l'innovation, c'est aussi de ne rien s'interdire. C'est-à-dire que derrière une idée qui a l'air comme ça toute simple, toute bête, parfois, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Et c'est vrai que cet aspect d'innovation, on voit très souvent des innovations de rupture qui sont mises en avant. Mais il y a aussi, je trouve de plus en plus maintenant, d'ailleurs on le voit avec certaines applications informatiques qui arrivent sur le marché, qui sont des innovations de continuité, c'est-à-dire que ce qu'on faisait avant autrement, maintenant on le fait grâce à des applications, etc. C'est aussi, ça arrive quand même dans notre quotidien, on le met quand même en avant. Mais effectivement, on ne peut pas tous avoir trouvé l'idée du siècle qui va tout révolutionner. Mais par contre, ce processus, il est intéressant quand même de se repencher sur ses services, ses produits, son organisation, son équipe, pour savoir comment elle peut mieux évoluer sans tout révolutionner. On ne peut pas être tout le temps en train de tout révolutionner, c'est clair. Je partage vraiment votre sentiment. Donc pour le 11 ou le 12, je dirais considération même aux petits changements. Ah, super. Je le rajouterai. Super. Merci, Amélie.
Il y a d'autres réactions, questions, partages? Oui, Denise, tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, l'innovation, elle naissait par la synergie des idées et des personnes, du coup. Est-ce que tu penses que c'est une étape importante de caractériser les profils des gens et que les gens connaissent un peu le profil de chacun dans une étape d'innovation? Tout le monde a en tête les outils de MBTI, enfin voilà, il y en a des dizaines et des centaines sur le marché, mais voilà, est-ce que tu crois que c'est une étape intéressante ou ça casse la dynamique de connaître comment pense l'autre? Moi, j'ai envie de répondre que ça peut être facilitateur, c'est-à-dire que moi, je suis I et toi, tu es je sais plus quoi. Forcément, je ne vais pas réagir pareil dans l'atelier. Donc, plus on se connaît de ce point de vue-là et de ces différences, mieux c'est. Après, ce qui est important, je pense que, et c'est pour ça que c'est parfois compliqué en interne de faciliter des temps et du travail d'innovation, c'est que cette forme de neutralité qu'on a, nous, comme consultants, quand on arrive, et de veiller à ce que chacun soit bien dans son rôle dans un atelier d'innovation et ne critique pas ou ne surenchérisse pas sur une idée de l'autre, etc., ne juge pas ou ne commande pas, ce rôle, il est plus compliqué à faire en interne et à faire respecter le fait que l'avis de chacun, l'idée de chacun est aussi recevable, etc. C'est plus facile quand on ne connaît pas les uns et les autres et quand on n'a pas de parti pris dans l'entreprise. Bien sûr que c'est plus facile. Après, les entreprises où, par exemple, des comités de direction sont tous passés au MBTI ou au DISC et connaissent comment ils fonctionnent, vont fonctionner évidemment de façon plus vertueuse. Mais ce n'est pas toutes les structures qui peuvent s'offrir ces outils-là. Donc, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des retours des responsables R&D qui sont là sur eux, comment ils vivent ça, sur les différentes personnalités qui peuvent être amenées à faciliter ou pas. Il y en a un qui veut prendre la parole, un ou une? Bon. C'est clair? Il nous reste encore quelques petites minutes si vous avez envie de poser des questions, d'en savoir plus ou de nous poser peut-être une problématique que vous avez qui est prégnante en ce moment. Bonjour. Bonjour Thomas. Thomas Lachagnette. Moi, j'ai peut-être un profil un petit peu différent des autres participants. Je suis porteur de projet. Très bien. Une idée potentiellement innovante, mais c'est vrai que c'est toujours un grand terme. Et le message que je voulais partager avec vous, c'est vrai que je trouve très intéressant toute la présentation qui a été faite, et en particulier les principes, les 8 principes japonais, où c'est vrai qu'on voit qu'on doit osciller entre une philosophie à long terme et une rapidité de prise de décision. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis clairement dans cette problématique-là, où des fois, il faut privilégier potentiellement plus l'intérêt à long terme que l'objectif financier à court terme. Donc, je me retrouve beaucoup là-dessus. Et après, sur les principes d'entreprendre en entreprise, peut-être si, du fait de ma position, quelque chose que je rajouterais, c'était s'ouvrir à l'extérieur. Alors, c'est peut-être pris en compte dans les 10 autres valeurs, mais c'est vrai que l'innovation, quand on est dans une entreprise, elle peut aussi venir de l'extérieur, et savoir la saisir est une chose d'importance, et ça permet aussi de faire avancer après les objectifs de chacun. Voilà. Et c'est un retour de vécu, Thomas, par rapport à cette dimension d'ouverture ou... Oui, c'est vrai. Moi, au début, mon projet, potentiellement, je le gardais beaucoup en chambre.
parce qu'on a toujours peur de la propriété intellectuelle, industrielle, dépôt de brevets, etc. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu mis ça de côté, même si je le garde un peu dans la cible. Pour valider une innovation, la propriété intellectuelle, c'est important. Mais en fait, en s'ouvrant plus largement, je vois que le projet peut avancer beaucoup plus rapidement. Et ça peut générer des coopérations entre un projet, un porteur de projet et éventuellement une entreprise aujourd'hui qui est en recherche d'innovation en interne, en fait. Donc moi, c'est une vraie expérience. Ouais. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que cette dimension d'ouverture, même j'entends même la dimension de confiance un peu, Thomas, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et ça change tout, c'est-à-dire déjà, ça veut dire croire en son idée, ça veut dire aussi imaginer qu'on peut la développer. Et après, c'est un doux équilibre entre, surtout quand on a une idée innovante, savoir la partager et avec qui la partager pour pouvoir la développer. Mais c'est vrai que ça peut être délicat. Et en même temps, il y a quelque chose dans l'innovation, c'est que quand on a la chance d'avoir l'idée, il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut se confronter aux autres, etc. Donc, c'est intéressant en soi quand même de s'ouvrir le plus possible quand on est en phase, notamment les deux premières phases, hein, c'est l'exploration et la phase de modélisation où on doit avoir besoin de partenaires, où il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient assez au courant sur votre idée, votre projet, votre innovation pour qu'ils la développent avec vous. Donc forcément, là, il faut faire les bons choix de partenaires et ça nécessite de ne plus rester tout seul juste dans son laboratoire d'idées. C'est vrai. C'est hyper intéressant. Je serais curieuse de savoir ce que vous développez du coup, mais on pourra en reparler ailleurs. On pourra en parler dans un autre forum. Ouais, mais avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Très bien, mais c'est un vrai vécu d'une personne qui, en tout cas, suit le processus. Ça, c'est chouette. Mais je suis au début. Voilà. J'ai pas entendu, Thomas. Pardon. Non, je suis au début du processus. Au début, là, dans la phase de modélisation de... Ouais, je suis entre l'exploration et la modélisation. D'accord. On va passer à la modélisation. Très bien. Super. Eh ben, bonne chance et puis je souhaite jusqu'au passage à l'action et au développement. Merci. Il y a encore quelques autres retours. Merci aussi de tous vos témoignages que vous faites sur le chat. C'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. Maud, je te laisse finir. Sachez que c'est enregistré, que vous pouvez tout à fait réécouter le webinaire via notre site web. Merci en tout cas de votre participation. On a deux questions. Ah, super. Evelyne et Amélie. Mais je suis partante. Allez-y. Ah, je disais bravo, merci, voilà. Ah, c'était pour nous faire un petit merci. Merci Amélie. Merci. Merci. Moi, c'est juste pour, par rapport à tout à l'heure, la question qui a été posée sur les jeunes, enfin l'âge dans l'innovation. Alors, je me présente peut-être, Evelyne Robert, je suis responsable projet au sein du pôle Avinia, donc un pôle de compétitivité sur les domaines du sous-sol à Pau. Et bon, c'était très, très instructif cette présentation, ça permet de refixer les choses. Des fois, c'est important, même si on baigne dans l'innovation, de bien restructurer, de bien prendre du recul. Et donc, ouais, pour en revenir à cette opportunité, peut-être en fonction de la différence d'âge ou d'innover, nous, on organise les 24 heures de l'innovation au centre de la Terre. Donc, c'est un concept qui a été inventé par l'Estia dans le Pays Basque, une école dans le Pays Basque. Et ça permet en fait à des étudiants qui travaillent en équipe, alors d'écoles, les étudiants viennent d'écoles différentes, de brainstormer pendant 24 heures non-stop sur des sujets proposés par des entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de créativité chez les étudiants. Alors,
les étudiants, les jeunes, en gros les jeunes, parce que je trouve qu'ils ne sont pas encore formatés à un système de pensée. Ils sont beaucoup plus créatifs et c'est vrai qu'ils sont très productifs et des fois, on voit des choses un peu incroyables. Comme vous dites, ils s'autorisent tout en fait. Ils sont à l'âge peut-être où ils s'autorisent beaucoup plus de choses que quand on a un certain parcours professionnel et qu'on est en entreprise où on oublie cette partie un peu créative, je dirais pas d'inconscience, mais oui, d'imagination qu'on a quand on est jeune, où on a l'impression que tout est ouvert, tout est possible. Donc voilà, c'était juste pour partager. C'est bien des fois d'avoir l'input un peu de la jeunesse sur les projets d'innovation. Alors, j'ai envie de vous dire, Evelyne, merci de ce témoignage qui m'amène à parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi ce matin, parce que dans les 24 heures, c'est un temps limité. Et ça, c'est un des ingrédients, c'est-à-dire que le fait aussi d'animer des ateliers qui sont de 3/4 d'heure, une demi-heure, 1 heure, ce n'est pas des réunions qui durent 4 heures autour desquelles on va phosphorer et créer des idées. Le fait qu'il y ait un temps dédié juste à ça, ça crée une émulation, une stimulation qui est très, très favorisante à la créativité. Donc, ça aussi, ça n'a pas éliminé de votre format. Parce qu'on peut imaginer que si on faisait ça sur un format, je ne sais pas moi, différent, ben, ça marcherait moins bien. Donc, les formats aussi de temps court sont très intéressants dans l'innovation. Très, 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 très intéressants. Et effectivement, on est tous un peu formatés pour se limiter ou se censurer quand on est dans un univers social, professionnel, etc. Et ben, forcément, quand ce type d'organisation, notamment avec ce public, ça va bien avec. Mais du coup, il ne faut pas imaginer que cette génération va arriver en entreprise aussi et que le fait de pouvoir intégrer une entreprise où il y a une culture qui accepte ça fera qu'ils resteront aussi plus et qui seront aussi plus adaptés à l'entreprise que si elle les censure, qu'elle les cadre, etc. Donc, et on parle beaucoup dans certains métiers d'attractivité, de fidélisation, etc. Et la culture de l'innovation peut permettre ça aussi. Merci Evelyne en tout cas. Avec plaisir. Et du coup, c'était en ligne cette année? Les 24 heures étaient en ligne? On n'a pas pu les faire en fait. C'est pas un format qui est adapté pour du digital, donc on les a pas faites. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore ou Bon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci Denise. Merci à vous, c'est un plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite plein de belles innovations. Et puis s'il y a quoi que ce soit, un problème ou un besoin, je vous suggère de vous orienter vers Denise. Bon. Oui, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et voilà, on peut se connecter sur LinkedIn si vous avez envie. Vous allez voir le site Camélia Conseil. Voilà, avec grand plaisir, je répondrai à vos questions si vous en avez. Et plein de bonnes choses pour vous. J'ai une petite pensée aussi pour notre porteur de projet, là. Plein succès aussi pour tout ce que vous allez mettre en œuvre et pensez à oser, voilà, ne pas vous censurer et à rêver assez grand. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il fallait rêver assez grand, avoir des rêves assez grands pour qu'ils se réalisent et qu'on ne les oublie pas. Je trouve que c'est une belle phrase. Bon. Merci. 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 Bonne journée. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci Stanislas. Maud, est-ce que tu veux qu'on se prenne un petit temps?